Bonjour, bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr consacré à l'actualité internationale avec le secours d'Alain Frachon. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marie. Alain Frachon qui est éditorialiste au Monde et qui est évidemment le pilier de ce podcast consacré encore une fois aux questions internationales qui vont être une fois de plus dominées par ce qui se passe au Proche-Orient bien sûr, parce que nous étions restés sur l'idée d'un ultimatum, un énième ultimatum de Donald Trump à la partie iranienne. Alors on nous explique en effet qu'en même temps que la notion d'ultimatum dans l'esprit de Trump n'a rien à voir avec la notion européenne de l'ultimatum qui est évidemment beaucoup plus menaçante. Néanmoins, cet ultimatum a été oublié en cours de route et on est revenu à une bataille autour du détroit d'Ormuz où il est question de contrôler le détroit. Donc les Iraniens nous expliquent qu'ils contrôlent le détroit et que d'ailleurs les bateaux qui essayent de passer, qui ne sont pas autorisés à passer, font l'objet de tirs de la part de l'artillerie iranienne. Et Donald Trump qui explique que non, le détroit d'Ormuz est totalement sous contrôle de la marine américaine et que donc c'est là que ça se passe. Donc ce sont deux positions complètement évidemment opposées. On ne sait pas qui a raison sur le terrain, mais ce que l'on sait c'est que en arrière-plan, il y a toujours le fil qui consiste à dire oui mais les deux parties vont négocier. Et vont finir par négocier et vont finir par trouver un accord. Et que donc l'ultimatum n'avait pas vraiment d'objet, puisque si l'on veut in fine atterrir sur une négociation, on ne se prépare pas à frapper de nouveau. Et quant aux Iraniens, ils sont l'arme au pied, mais sans possibilité. En tout cas, ils ne font plus les campagnes de bombardement qu'ils faisaient sur les pays voisins. Donc voilà, Alain Frachon, j'ai envie de vous demander d'abord, d'entrée de jeu, est-ce que négociation il peut y avoir ? Si oui, vers quoi elle peut tendre ? Sinon, que se passe-t-il ? J'ai l'impression que le blocus débouche sur un blocage, si je puis dire. C'est-à-dire que tant que les Iraniens ne rouvrent pas le détroit d'Ormuz et font, comme vous le dites, tirent sur les bateaux qui s'approchent, soit qui veulent sortir, soit qui veulent rentrer sans autorisation de l'Iran, ni même sans verser un droit de péage. Tant qu'on est dans cette situation, et que à cette situation, les Américains répliquent par ce qu'ils appellent un blocus des ports iraniens, c'est-à-dire qu'ils empêchent les bateaux d'entrer par le détroit d'Ormuz pour acheminer de la marchandise dans les ports iraniens, ou de sortir des ports iraniens avec du pétrole ou du gaz naturel pour aller le vendre ailleurs. Et donc, voilà, il y a une sorte de double blocus. Tout le monde bloque le détroit d'Ormuz et en attendant, ça bloque la perspective des négociations. Et tant qu'il n'y a pas une levée réciproque, conditionnelle, peu importe, c'est aux diplomates et aux juristes d'imaginer des solutions, eh bien la négociation ne commence pas. Alors, une des deux parties peut considérer qu'elle a plus besoin de négocier que l'autre et aller à la négociation sans obtenir soit la rouverture du détroit d'Ormuz, soit la levée des blocus des ports iraniens par la marine américaine. Ça, il est possible que soit l'Iran, soit les États-Unis, dans les jours qui viennent, se disent « bon, on va passer dessus, on va lever le blocus et on va quand même aller négocier ». Pour le moment, c'est pas le cas. Blocus de part et d'autre, et donc toujours pas de négociation, mais un Trump qui multiplie les déclarations optimistes et souvent fausses, et souvent contrecarrées sur les réseaux sociaux par l'Iran, un Trump dont on voit bien qu'il se force à l'optimisme parce qu'il ne veut pas aller aux élections de la mi-mandat dans quelques semaines, dans quelques mois, début du mois de novembre, avec un baril de pétrole comme il l'est aujourd'hui, c'est-à-dire autour de $105. Il voudrait revenir à 80, voire 60, qui était la situation qu'il y avait avant la guerre, déclenchée le 28 février, avant cette campagne de bombardement israélo-américaine. Et donc, voilà, on sent que lui, il est impatient et qu'il est pressé. Bien entendu, il dément, il dit qu'il a tout son temps. Mais on sent quand même qu'il est impatient d'amorcer une négociation avec l'Iran. Alors, si on revient au point de départ et de ce qui allait conduire à ces ébauches de négociation ou ces espoirs de négociation, on avait quand même un Donald Trump qui, au fond, était très heureux de mettre en avant l'armada américaine, c'est lui-même qui l'avait nommé de cette façon, et donc on voyait qu'en arrière-plan de cette confiance, il y avait l'idée que, de toute façon, il était difficile de résister à la puissance de feu des États-Unis, et que donc l'Iran n'y résisterait pas.
n'y résisterait pas, d'autant que l'état-major iranien ayant été décapité, la logique serait que le régime des mollahs tombe. Il ne s'est rien passé de tel, et donc le premier élément de surprise qui peut infléchir la position américaine, c'est le constater que c'est plus difficile que prévu. Et de l'autre côté, les Iraniens pensaient, peut-être une partie du pouvoir iranien pouvait penser que préserver l'Iran passait par une négociation, alors que la partie qui, semble-t-il, a pris la main maintenant sur le destin de la République islamique, c'est-à-dire la partie la plus dure, considère que, regardez, nous n'avons pas été vaincus, le régime est toujours là, l'Iran est toujours là, nous avons gardé une certaine puissance de feu, donc nous n'avons pas vocation à être écrasés par la machine de guerre américaine, donc on pose les termes de la négociation d'une toute autre façon. Ils ont du mal à entrer en négociation pour cette raison-là, précisément, c'est-à-dire que ils ne font pas du tout la même analyse de la situation. Et pour en revenir à ce que vous disiez, les Américains, enfin Donald Trump, il faut bien dire que c'est Donald Trump, parce que les experts américains ne se sont pas trompés, ils n'ont pas raconté de salade au président, ils lui ont tout de suite dit, si vous allez bombarder, ils vont fermer le détroit d'Ormuz. Mais lui n'a pas voulu croire ça, parce qu'il a toujours sous-estimé la capacité de résistance en général, résistance politique, militaire ou autre, ou économique, de la République islamique. Il a constamment sous-estimé la capacité de résistance de la République islamique. Et on voit en ce moment, alors qu'il veut forcer une négociation, il amène un 3e porte-avions dans la région. Alors certes, il repousse constamment ses ultimatums, parce que fondamentalement, il n'a pas envie de reprendre la campagne de bombardement, parce que ça signerait une manière d'échec, au fond, mais on voit qu'il se prépare quand même. Mais cela dit, il arrive à la négociation en continuant de sous-estimer les Iraniens. Il arrive à la négociation en étant convaincu que, parce qu'il amène un 3e porte-avions, ils vont être obligés de rouvrir le détroit d'Ormuz. Et il est convaincu qu'il peut leur imposer ces conditions. Il est convaincu qu'il peut les faire céder. Il est convaincu aussi qu'il a gagné la guerre. Or, tous ces experts lui disent non. Vous avez détruit, certes, la marine iranienne, c'est beaucoup, l'aviation iranienne, c'est beaucoup aussi, une partie de leur capacité à construire des drones et des missiles, c'est beaucoup aussi, mais in fine, les Iraniens, d'après les experts américains, c'est dans tous les journaux, c'est dans tous les rapports, c'est au Congrès aussi, in fine, l'Iran a conservé 40% de son potentiel militaire, j'entends par là, de missiles et de drones. Et ça, on sent qu'il a du mal à admettre cela. Trump, il a du mal à comprendre ça. Il est convaincu qu'il a gagné la guerre. Et les Iraniens sont convaincus qu'ils ne l'ont peut-être pas gagné, mais en tout cas, ils ne l'ont pas perdu. Analyse de la situation complètement différente de celle des États-Unis. Alors on spécule d'ailleurs beaucoup, s'agissant de l'Iran et du pouvoir iranien, sur le fait qu'il pourrait y avoir in fine 2 tendances. Une tendance dit celle des pragmatiques et une autre tendance celle des gardiens de la révolution qui semblent avoir aujourd'hui pris la main sur l'ensemble du système et qui donc sont pour une politique de le maintien d'une politique d'affrontement avec les États-Unis. Est-ce que dans ces conditions, les États-Unis peuvent être entraînés malgré eux d'une certaine façon? Et d'autre part, la question qui se pose évidemment est quelle est dans ce contexte l'attitude israélienne? Est-ce que le gouvernement israélien accepte l'idée de négociation et pousse dans ce sens? Ou est-ce qu'à l'inverse, il considère que l'occasion est toujours là, l'occasion historique est toujours là de faire taire ce que l'on appelle les proxys, c'est-à-dire les bras armés de l'Iran dans la région? Où en est-on de ce point de vue-là, puisqu'il semble acquis aujourd'hui, plus ou moins en tout cas, que à l'origine de l'entrée en guerre de Donald Trump, il y a les arguments et la pression du Premier ministre israélien. Je suis assez méfiant avec cette thèse, mais qui a marqué l'opinion publique américaine, même si elle est fausse. Avec cette thèse qui consiste à dire que, au fond, Trump a écouté le dernier qui parlait, et le dernier qui parlait, c'était Benjamin Netanyahou, et Netanyahou, sur la base de ses propres services de renseignement, lui a vendu une séquence assez simple, on bombarde,
En 48 heures, ils vont céder parce que c'est un régime à bout de souffle, ce qui est probablement vrai, c'est sans doute un régime à bout de souffle, et donc ils vont céder et on leur imposera toutes nos conditions. Les manifestations anti-régime vont reprendre et in fine, dans une séquence comme ça parfaite de leur point de vue, on aboutira à un renversement dans les 6 mois ou dans l'année de la République islamique et donc ça réglera aussi la question du nucléaire iranien, mais aussi celle des milices arabes sur lesquelles s'appuie la République islamique au Liban, en Irak ou au Yémen. Alors, voilà. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, on sous-estime ce qu'est un président des États-Unis. Un président des États-Unis ne cède pas à ce genre de pression. Il peut être séduit par un argumentaire, mais il décide. C'est lui qui décide. Il a une autonomie à peu près totale de décision. Même si l'ensemble de ses conseillers lui disent « Attention, vous allez entrer là, vous avez ce scénario-là, vous aurez ce scénario-là, ça sera plus difficile, etc. » Ce qui semble bien avoir été le cas. Que son entourage lui a dit « Méfiance. Méfiance, ça sera certainement pas aussi facile que cette séquence telle qu'elle aurait été présenté par Benyamin Netanyahou. Ne serait-ce que sur un point qui était le fait qu'il a été alerté qui correspondait d'ailleurs aux déclarations iraniennes, s'il entrait en guerre, ce sont les pays voisins de l'Iran et donc les alliés des États-Unis qui seraient bombardés. Et donc là, manifestement, il n'a pas retenu l'argument, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Exactement. Et il s'est lui-même déclaré étonné que ses amis saoudiens, qataris, État des Émirats arabes unis, soient bombardés par les Iraniens. Alors que les Iraniens ont toujours dit, plusieurs fois par an, constamment, s'il y a une campagne israélienne ou israélo-américaine contre nous, nous répliquerons sur nos voisins de la rive occidentale du Golfe, c'est-à-dire les alliés arabes des États-Unis. D'autant plus qu'il y a des cibles américaines, puisqu'il y a des bases américaines le long de cette côte, la côte occidentale du Golfe. Donc voilà. Mais moi, je n'entre pas trop dans cette espèce de, malgré tout, un peu de conspirationnisme. Il obéit à Netanyahou, il aurait cédé un an. Le président américain, il a une autonomie de décision que n'a même pas le président russe. C'est une autonomie de décision très grande. C'est lui qui a voulu cette guerre, c'est lui qui s'est trompé, les experts ne lui ont pas raconté de salade, son entourage lui a dit la situation, mais lui est convaincu, si vous voulez, il a tiré peu de leçons de l'histoire, il est convaincu que la machine militaire américaine est tellement puissante que c'est pas cette petite bande de la République islamique qui va lui résister longtemps. Lui, si vous voulez, il surévalue toujours la capacité, la puissance des États-Unis. Et il était persuadé qu'il ferait à Téhéran quelque chose de comparable à ce qu'il a fait à Caracas. Vous vous souvenez, juste avant cet épisode, il y a l'épisode vénézuélien. Et là, avec la complicité d'une partie du régime vénézuélien, il chasse Maduro, le tyran, et sa femme, qui sont traduits aux États-Unis pour trafic de drogue, devant un tribunal new-yorkais. Et donc, il arrive à prendre la main d'une certaine manière, un coup qui est parfaitement illégal, mais qui est assez réussi de son point de vue. Il arrive à faire évoluer le régime du Venezuela dans un sens qui aille dans le sens des intérêts des États-Unis. Pas forcément des intérêts pétroliers, mais disons des intérêts stratégiques des États-Unis. Et il pensait qu'il pourrait réaliser quelque chose de similaire en Iran, avec un régime en passe de s'effondrer et un régime de plus en plus impopulaire. Enfin, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce n'est pas un esprit stratégique, Trump. C'est peut-être un tacticien. Il s'avère un très mauvais négociateur jusqu'à présent, mais c'est pas un esprit stratégique. Il n'a pas de plan B. Il n'a pas de plan B. Il n'imagine pas que les autres tiennent plus de 72 heures. Et il le dit. Il le dit, il a aussi une manière qui, là encore, n'est pas celle d'un bon négociateur, qui est de dire tout et son contraire, ce qui fait que sa parole est passablement décrédibilisée aussi dans cette histoire. Donc voilà, il n'imaginait pas les conséquences, il n'imaginait pas que 2 mois plus tard, il serait encore là, avec tout ce que ça lui coûte sur le plan économique intérieur, et tout ce que ça va lui coûter sur le plan politique, lorsqu'il y aura les élections législatives de la mi-mandat au début du mois de novembre. Alors, est-ce que les Israéliens, eux, peuvent continuer la guerre? Regardez, c'est très simple. D'abord, Trump leur a dit « c'est fini la campagne au Liban, vous arrêtez ». Et il n'y a plus de bombardements sur les villes libanaises. Il y a des bombardements sporadiques dans le sud du Liban contre le Hezbollah, donc cette milice créée, financée et entretenue par la République islamique, mais
depuis un bombardement tragique au cœur de Beyrouth en plein jour, où sont morts 357 civils iraniens, femmes, enfants, gens qui étaient à la terrasse des cafés ou dans la pharmacie ou sur le marché, depuis cette abomination, civils libanais. Depuis cette abomination, Trump a dit non, vous ne bombardez plus. Et il ne bombarde plus. Il obéit à Trump. Et il n'a pas les moyens, il n'a pas les munitions. Si les Américains arrêtent un pont aérien quasi quotidien de transfert de munitions et de missiles au profit de l'aviation israélienne, eh bien l'aviation israélienne ne bombardera pas toute seule l'Iran. Pas plus de 48 heures. Aucune autonomie à cet égard. Et donc, je ne crois pas que les Israéliens continueront tout seuls une campagne de bombardement en Iran. Non. Dans la suite des choses, vous évoquiez les conséquences de politique intérieure pour Donald Trump dans l'état actuel de la guerre et si la guerre se poursuit, mais il me semble qu'il y a une inquiétude qui monte de plus en plus fortement et qui est l'idée d'une crise mondiale induite par la situation qui perdure. Alors, crise alimentaire, puisque un certain nombre de produits qui servent à fabriquer des engrais qui sont essentiels, par exemple, pour l'Inde, ou pour nourrir leur population, si le transfert est arrêté, les conséquences peuvent être dramatiques, conséquences sur les taux d'intérêt, conséquences sur l'évolution des marchés, et donc on peut basculer dans une situation où le déclenchement de la guerre par Donald Trump aurait abouti à une situation économique globalement catastrophique, atteignant également les États-Unis, bien sûr. C'est même le thème qui a dominé la semaine dernière les réunions annuelles du conseil d'administration de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international à Washington. Ce thème a dominé avec, comme vous l'évoquiez là Jean-Marie, avec tous les pays d'Asie du Sud-Est qui sont dans une situation dramatique, tous les pays africains qui sont dans une situation épouvantable à cause de la guerre. Pourquoi ? Parce que nous imaginons toujours que les pays du Golfe arabo-persique, qu'il s'agisse de l'Iran, mais surtout de l'Arabie saoudite, de l'État des Émirats arabes unis, voire du Koweït ou du Qatar, sont simplement des exportateurs de produits non manufacturés, c'est-à-dire de pétrole et de gaz naturel. Mais non, ces pays ont développé une pétrochimie brillante, et une pétrochimie qui domine le monde des engrais. Et l'agriculture aujourd'hui, c'est des carburants. Naturellement, c'est des carburants. Et donc, plus le prix du pétrole monte, plus les produits agricoles, plus la chaîne agricole est touchée. Mais c'est surtout des engrais chimiques. Et donc, c'est fini. Il n'y a plus d'engrais chimiques qui sont une consommation quotidienne, qui passent par le détroit d'Ormuz. Or, ils ont un quasi-monopole. La pétrochimie saoudienne et autres, les pétrochimies des pays riverains du Golfe, ont un quasi-monopole sur la production de composants, d'engrais chimiques. Eh bien voilà, il n'y a plus de ces engrais. On est dans des situations de quasi-famine en ce qui concerne le Soudan, par exemple, qui est un gros consommateur de ces éléments de fertilisation artificielle pour 20 millions de personnes. On est en situation très difficile au Kenya, en Tanzanie, en Somalie. Et quant à l'Asie du Sud-Est, elle est pour le moment, nous en parlons assez librement, nous, de manière académique, de cette situation. Mais en Asie du Sud-Est, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie, économie très brillante par ailleurs, économie émergente très brillante, on vit une situation dramatique du fait de la hausse des coûts de l'énergie et aussi de cette question des engrais. Donc oui, la réunion de la Banque mondiale et celle du Fonds monétaire, donc il y a une dizaine de jours à Washington, a conclu qu'on est au bord, non pas forcément d'une récession mondiale, mais en tout cas, ça va nous coûter des points de croissance, à nous aussi en Europe, mais ça touche l'Afrique de manière catastrophique et ça touche l'Asie du Sud-Est de manière catastrophique, beaucoup plus que chez nous et beaucoup plus encore naturellement qu'aux États-Unis. Évidemment, si les choses s'aggravent et se développent dans le sens que vous évoquez, il faut s'attendre à des mouvements de population importants. Et donc, qui dit mouvement de population important dit à la fois polémique, fermeture des frontières, ainsi de suite. On entre dans une autre phase de cette guerre si cela se produit de cette façon. Ce qui est fascinant, entre guillemets, et absolument attristant, c'est de voir qu'à quelques années de distance, les États-Unis peuvent commettre les mêmes erreurs. Erreur dans le déclenchement de la guerre d'Irak,
avec des conséquences en chaîne qui ont été longues, tragiques, des années de guerre civile, un Irak qui est à peine reconstitué aujourd'hui et qui d'ailleurs doit se battre avec des milices pro-iraniennes, donc qui fragilisent sa situation. Et là, on a un président qui était lui aussi, comme George Bush Jr., sûr de son droit, qui avait annoncé, mis en avant les mêmes arguments que George Bush Jr., c'est-à-dire danger imminent, et les conséquences y ressemblent de plus en plus. Alors peut-être spéculait-il d'ailleurs sur un possible affrontement à l'intérieur de l'Iran, donc une possible guerre civile à l'intérieur de l'Iran. C'est possible, mais en attendant, toutes ces conséquences en chaîne sont négatives pour le moment et ne servent en rien les intérêts américains. Donc voilà, problème pour les historiens et pour les responsables de tous bords aujourd'hui. Comment se fait-il que ce schéma ait pu se répliquer et comment à l'avenir éviter de telles erreurs? Est-ce que c'est vraiment un défaut de vision stratégique qui est en question, comme on le dit le plus souvent, ou ça va au-delà de cela, Alain Frachon, avant de conclure? Pour moi, ce schéma que vous évoquez, c'est un condensé du Trumpisme. Tout est là. La conviction que la force et la supériorité militaire peut tout. Alors on avait vu ça en 2003 aussi. La force et la supériorité américaine peut renverser un régime en Irak à des milliers et des milliers de kilomètres des frontières des États-Unis, certes, mais après on débouche sur une défaite politico-stratégique. Il y a une victoire militaire, effectivement, sur une armée irakienne qui d'ailleurs ne s'est pas battue à cette occasion, mais ensuite il y a 15 ans de guerre civile dans toute la région et de renaissance de l'islamisme. Donc il y a ça. Il y a ensuite, je suis le maître du monde. J'ai pas besoin de consulter les Nations Unies. Vous remarquerez que Bush Jr., lui, a voulu consulter les Nations Unies, espérait avoir un feu vert, au moins avec l'abstention des Français, espérait, et l'abstention peut-être des Chinois et des Russes, espérait avoir. Mais il a moins sollicité ça. Là, c'est fini. Trump, non seulement ne sollicite rien des Nations Unies pour entrer en guerre contre l'Iran, mais c'est qu'il ne pense pas à la guerre contre l'Iran. Il pense qu'il appelle ça une petite excursion. Il pense qu'ils vont s'effondrer en 3 jours. Donc, il sollicite même pas les États-Unis. Il ne sollicite pas non plus le Congrès. Il ne fait même pas de déclaration à la télévision pour expliquer aux Américains pourquoi les 2/3 de la puissance navale américaine sont partis dans le golfe arabo-persique ou en mer d'Oman. Il n'aime pas. Il estime qu'il n'a pas à rendre de compte. Il pense qu'il va faire un petit coup à la Venezuela. Et donc, il ne pense pas à la guerre. Et là, il est saisi dans cette hubris du pouvoir et de la puissance qui le caractérise. Il n'a besoin de consulter personne. Il sait mieux que les experts. Il est plus courageux que les autres présidents. Il a pris la mesure tout seul de l'importance de la question nucléaire iranienne, comme si les autres n'avaient pas essayé aussi de régler la question nucléaire iranienne. Et on verra si Trump arrive à quelque chose dans ce domaine de meilleur que ses prédécesseurs, et notamment que Barack Obama. Ce n'est pas du tout garanti. Et donc, pour moi, c'est un condensé de Trumpisme, hubris de la puissance, non-sollicitation du multilatéralisme, des institutions, mépris des institutions et du droit international, mépris total, ignorance de ses alliés qui ne sont même pas prévenus. Il a besoin d'eux maintenant pour Hormuz, mais il n'aura pas demandé ne serait-ce qu'un avis, une opinion. Il les a même pas prévenus de ce qu'il allait faire. Il n'y a pas eu une seule réunion avec les autres pays du pilier européen de l'OTAN, avec les pays du pilier européen de l'OTAN. Et donc voilà, une sorte de dérive autoritaire et de surestimation de ce que peut accomplir l'outil militaire américain. Pour moi, c'est un condensé du Trumpisme. Question piège, et puis nous nous quitterons, Alain Frachon. À quoi vous attendez-vous dans les jours qui viennent? Est-ce que vous vous attendez plutôt au fond, on finit par se mettre autour de la table, ou bien est-ce que vous attendez à ce que le renfort du 3e porte-avions, qui est le porte-avions George Bush d'ailleurs, prélude à une nouvelle offensive militaire? Je crois qu'on a tort de penser ça comme si c'était une alternative, ou la négociation, ou la poursuite des bombardements. Je crois qu'on peut entrer dans une phase où on aura les deux. Un peu de négociation, un peu de bombardement.
si la négociation va pas dans le sens que veulent les Américains, une réplique iranienne, on reprend la négociation, et une sorte comme ça de ni guerre ni paix qui s'installe pour plusieurs semaines dans la région. Je crois la négociation est très difficile, elle peut être menée, mais elle est très difficile. Pour le moment, je m'attends plutôt à une phase, si je devais donner le profil des semaines à venir, à une phase qui soit un peu de négociation, un peu de bombardement. Un ni guerre ni paix pendant quelques semaines. Drôle de guerre, drôle de paix, drôle de négociation. Merci Alain Frachon. Merci Jean-Marie. Je rappelle qu'on peut vous lire dans Le Monde chaque jeudi. Merci, à la semaine prochaine. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.